Bonsoir à tous. Euh, Bonsoir. Ravi d'être avec vous ce soir et je suis évidemment ravi d'être ici pour vous présenter avec Sébastien, Alexandre, les coulisses de la nouvelle machine à vendre d'Epeda Merinos Bultex, autrement dit le groupe Coffel. Pour commencer, Sébastien, est-ce que tu veux nous dire un petit mot d'intro, quelque chose? Bon, un petit mot. D'abord, je suis content d'être là, tout simplement. Content de parler de Coffel parce que c'est une belle entreprise qui fait des produits plutôt positifs, qui font du bien aux gens. Ça leur permet de dormir. C'est un produit qui, une fois sur le marché, n'émet plus de CO2, qui a une durée de vie supérieure à 10 ans. Donc, quelque part, je pense même si on est une entreprise, on fait du business, on essaie de gagner de l'argent et faire gagner de l'argent à nos actionnaires. On fait quelque chose de plutôt positif. Voilà. Bah oui, j'imagine. Et effectivement, Coffel aujourd'hui, c'est un magnifique groupe industriel et qui est confronté quand même à un marché, tu me disais, hyper concurrentiel, avec évidemment l'introduction de ce qu'on appelle les Digital Native Brands. Est-ce que là-dessus, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le marché? Oui, alors on est une société industrielle avec 4 usines en France, quasiment 1 millier de salariés. On vend d'abord, jusqu'à quelques années, dans un modèle purement B2B auprès de distributeurs, But, Conforama, Alinea, Fly, des spécialistes literie, généralistes meubles, l'hôtellerie. Et on s'est retrouvé il y a quelques années sur un marché qui est stable, 2 milliards d'euros d'activité. Et sur ce marché-là, on s'est retrouvé avec l'arrivée de ces fameuses Digital Native Brands qu'on peut citer. Moi, je le cite. Les éditeurs n'aiment pas citer leurs concurrents. Moi, je les cite. Les Mal et Teddy les Yanko. Et c'est vrai qu'on a été un petit peu saisi parce que nous, on était sur un modèle de distribution physique, même si on vendait en ligne, mais sur une idée d'omnicanalité où les gens allaient tester le produit en boutique et allaient transformer potentiellement leur vente auprès de nos clients distributeurs. Et la décision a été prise à un moment donné de réagir et de de pas laisser toute la place parce qu'on avait quelque chose à raconter, y compris en ligne. Oui, parce que ce qu'on ne dit peut-être pas, ou ce qui est derrière finalement ce que tu viens d'évoquer, c'est évidemment un groupe avec des marques notoires. Quand on dit 1 million de Matia, c'est quand même assez significatif. Donc un groupe industriel vraiment significatif et qui effectivement se retrouve un peu confronté, il faut dire les choses comme elles sont, à l'introduction de ces fameuses Digital Native Brands. Et tu me disais quelque chose d'intéressant l'autre jour, tu me disais, en fait, l'air de rien, 70%, quelque chose comme ça, des clients connaissent la marque de leur matelas. Et donc la notoriété, elle est clé. Et quand on voit la progression d'Emma, évidemment, ça fait réfléchir. Et c'est sans doute ça qui, toi, t'a attiré sans doute peut-être tout de suite au départ. Eh ben, en fait, c'est vrai, c'est évident que ces marques sur un format start-up ont débarqué avec un modèle assez simple, hein, des matelas compressés roulés, un matelas unique vendu en ligne, à un moment donné, même sans aucune promotion. Et nous, on était en face, un petit peu comme un chat pris dans les yeux, les phares d'une voiture. Il fallait qu'on réagisse. Ou est-ce qu'on laissait passer le train en disant, bah, tiens, bah, ces marques-là, non, mais on fait pas la même chose, on n'est pas le même produit. Finalement, c'est quand même le même besoin. Donc il a fallu prendre un petit pas de recul, essayer de comprendre ce qui faisait leur succès, pas rougir, parce que quelque part on considère que la présence physique était un atout vis-à-vis d'eux, mais il fallait simplement aller sur leur territoire intelligemment. Oui, c'est ça, parce que finalement, tu as des marques qui sont extrêmement notoires, et puis, enfin, disons-le aussi, un savoir-faire qui est presque centenaire. Et là, à ce moment-là, tu te dis, ok, on est dans un marché et dans un modèle qui est, tu me le disais historiquement, comme tu l'indiquais, B2B, et là, tu dois passer à un modèle hybride, parce que, et tu as insisté, je crois, sur ce mot hybride, c'est-à-dire qu'il doit rester sur ses fondations B2B, mais aussi ouvrir le canal B2C.
Oui, effectivement. La présentation là, parle de 2%. C'était la situation. Ça veut dire qu'on vendait très peu en ligne et le marché était déjà à 25%. Et là, moi j'ai un patron qui a fait une très belle école de commerce et qui m'a dit globalement, quand on est leader du marché, on doit être symétrique sur nos parts de marché sur les différents canaux. Donc l'idée a été d'attaquer ce marché-là. Après, on n'a pas voulu faire singer, ça veut dire on aurait pu créer une quatrième marque, la mettre en ligne avec un faux nez, faire croire que on était aussi digital native brand, et ça n'a pas été le choix. Le choix a été de créer un programme de transformation qui visait à rester ce qu'on était, c'est-à-dire servir nos distributeurs. On les aime, c'est eux qui nous permettent de vivre aujourd'hui, qui représentent la majorité de nos chiffres d'affaires, mais aller jouer en ligne pour notamment être en capacité d'investir sur la notoriété via la médiatisation. Tout le monde le sait, hein, aujourd'hui pour vendre en ligne il faut énormément de publicité. Nous on considère que c'est un bien. J'ai souvent une petite phrase on est sur 1% de transformation, on est sur 2, 3, 4%, on est sur ou beaucoup moins, on est sur tant bien même qu'on serait sur 1% de transformation, 99% des gens qui viennent sur notre site, potentiellement en Occident, ils vont dormir sur un matelas. Donc potentiellement, ils ont été exposés à nos marques et potentiellement, ils vont aller en boutique, ils vont avoir notre marque en tête. Donc on a plutôt joué cette partition-là, qui était de dire aux distributeurs, oui, on va aller en ligne, oui, on peut être perçu comme une concurrence brutale, sec, et qu'on ne joue pas le jeu, alors qu'en fait, si on va jouer le jeu, alors le programme de transformation avait deux axes. Il y avait cet axe d'un côté d'aller en ligne, d'assumer cette vente en ligne, de commencer à recruter une équipe, de commencer à jouer les codes du e-commerce, mais tout en restant très fair vis-à-vis des distributeurs, à la fois sur notre politique promo, mais également en ayant une démarche dans leur direction via un site, un portail qui visait d'être un petit peu révolutionnaire pour les distributeurs. Ok, ok. Et là, à ce moment-là, tu fais un constat, tu te dis, ok, il faut attaquer cette transformation digitale, et tu fais le constat que pour faire ça, il faut évidemment moderniser l'écosystème, et là, tes équipes sont confrontées à des vrais problèmes, des problèmes concrets, des problèmes presque basiques, et j'ai envie de dire, au-delà de la longue liste, les contenus dispersés, des workflows manuels, des risques de conformité évidemment parce qu'on n'a pas les droits, etc. etc. Est-ce que tu as des exemples comme ça à nous donner avant cette transformation finalement, là où qu'est-ce qui rendait cette transformation nécessaire, et surtout qu'est-ce qui était impossible à faire concrètement pour les équipes malgré la meilleure volonté de celles-ci? Le premier sujet, à partir du moment où on s'expose en ligne sur une société qui a des dizaines de milliers de références sur 3 marques et qui vend sur 4, 5 channels de distribution et qui différencie ses produits par channel de distribution, c'est qu'on se retrouve avec énormément de visuels, d'assets, avec des assets qui sont certes très différents, mais qui quelque part à certains moments peuvent se ressembler un petit peu. Donc les problèmes qu'on a eu, alors les petites anecdotes un peu croustillantes, c'est quand on est parti vis-à-vis du consommateur, on avait des photos d'un pied, sauf que nous les pieds on les vend par 4, donc les gens ils appuyaient 4 fois, donc ils se faisaient livrer 16 pieds à la maison. Donc rapidement il a fallu retravailler les visuels pour avoir des photos qui soient un peu représentatives. Alors ça c'est la petite anecdote. Par rapport à la multiplication des visuels, évidemment, on est une société industrielle avec des marges, on va dire, contraintes. En tout cas, l'efficacité coût est importante. On ne pouvait pas se permettre, en développant 10% du chiffre d'affaires en ligne, ou en tout cas en ayant des objectifs de développement, de multiplier les équipes, d'exploser le nombre de personnes. Donc il fallait qu'on soit un petit peu organisé. Donc c'était la première chose, c'est-à-dire essayer de limiter la croissance de la work task autour de la gestion des assets. Deuxième point qui était important, c'est que cette multiplication des produits par circuit, il faut faire attention de ne pas mélanger et qu'on ne commence pas à se tromper, à mettre les mauvais visuels au mauvais endroit, ou mettre à disposition les mauvais visuels sur le portail d'un produit qui ne serait pas référencé. Je m'explique, on a des produits assez haut de gamme sur certains territoires de la marque. Il est hors de question qu'un distributeur qui soit sur un positionnement plus on va dire, plus sur du pricing, puisse récupérer le visuel et l'afficher sur son Insta ou sur son média e-commerce. Ok, et là tu te dis, ok, ce qu'il nous faut c'est alors un écosystème digital, fluide, performant. Ça veut dire qu'il faut repenser l'ensemble alors on le dira dans notre jargon à nous, de la stack,
Et c'est à ce moment-là que tu décides de mener ce projet de transformation avec peut-être des guidelines assez concrets, et tu l'évoquais à l'instant, hein, sur finalement c'est quoi les objectifs, c'est améliorer le time to market, fiabiliser la gestion de la marque, les workflows simplifiés, etc. Et puis bien sûr aussi alimenter l'ensemble des canaux digitaux, c'est bien ça. C'est ça. Alors c'est vrai que tu as personnalisé un petit peu en disant tu veux ce projet. Alors si je dois être complètement honnête, à l'époque j'étais pas pour le projet. Non pas que je voyais pas des problématiques de gestion dans les visuels, mais simplement je considérais qu'on avait énormément de choses à mener. On digérait l'intégration d'une plateforme e-commerce avec 6 ou 7 sites, on digérait un PIM, on digérait des projets supply chain. Et c'est vrai que j'étais plutôt pas contre, mais j'étais pas pour. Et en fait, j'ai été convaincu. Donc, d'un côté, il y avait c'est le côté un peu freudien. Ça avait une côté du cerveau qui voyait qu'il y avait des problématiques fonctionnelles et organisationnelles, et l'autre côté, en bon DSI ou directeur digital, je voyais qu'il y avait des projets partout. On avait du mal à changer. Et finalement, le projet est parti parce que bon, il a été poussé par la faut rendre à César ce qu'à César, la communication, qui est un département à part chez nous, communication et marketing. Et finalement, moi j'ai été emballé par la partie, j'appelle ça le streaming, on l'appelle DXM, on l'appelle Akamai. En fait, cette possibilité d'utiliser le DAM non seulement pour ranger, archiver et gérer les visuels dans toute une taxinomie, toute une organisation thématique, mais également d'utiliser le DAM pour envoyer les photos sur le site internet et alléger le site internet. Moi, ça me va bien. J'adore quand un client me dit au début, on n'y avait pas vraiment pensé, et puis finalement, à l'usage, on y a goûté et on trouve ça génial. Donc, c'est ce que tu viens de nous dire, ça me va bien. Et effectivement, c'est à ce moment-là que tu décides, entre autres, dans cette transformation, et que vous décidez, le groupe Coffel, de vous équiper d'un DAM et évidemment du DAM Vedia, avec peut-être deux axes que tu as commencé un peu à évoquer. Le premier, c'est effectivement un DAM qui s'adapte parfaitement à votre organisation. Ici, on parle de workflow, de contenus qui sont ingérés. Est-ce que là-dessus, tu as un ou deux exemples à nous donner sur cette segmentation, par exemple par marque, parce que c'était évidemment clé pour vous en fonction des différentes marques du groupe. Tu veux dire en termes de taxinomie? Alors c'est un vrai sujet, cette histoire de taxinomie. Alors moi j'avais appris un nouveau mot, je me brille en société maintenant, taxinomie, que je connaissais pas avant de faire un projet d'âme. Non, c'est un vrai sujet. Alors les exemples, nous ils sont, oui évidemment c'est ce sujet distributeur. C'est qu'à partir du moment où nous on a des visuels par distributeur et que les distributeurs font plusieurs marques, on a forcément des thématiques. On a eu des petites thématiques et pour organiser l'ensemble de ces assets, d'autant plus que on a des gammes qui sont transverses. Donc du coup, il y a des moments où le schéma purement hiérarchique ne fonctionne pas et il faut qu'on soit capable de fonctionner avec des métadonnées. Et ce que nous a permis de le faire avec Vedia. Ok. Et puis, bien sûr, évidemment, l'autre point clé, je crois, du projet. Et puis, je crois que c'est ça, d'ailleurs, qui a emporté ton engouement, ton enthousiasme, pardon, sur le sujet. C'est effectivement la gestion des différents canaux digitaux et l'intégration du DAM, proprement dit, au PIM et au CMS. Et ici, là-dessus, c'est effectivement... Alors, en bon français, comme on le dit souvent, le single source of truth, mais qui est évidemment clé, qui est la capacité de diffuser les médias avec Media Delivery, comme tu l'évoquais, sur l'ensemble des sites. Là-dessus, ici, est-ce qu'il y a eu des difficultés dans ton projet? Est-ce que c'était compliqué à réaliser pour tes équipes, ou est-ce que tout s'est bien passé? Soyons transparents, sinon tout le monde va croire qu'on a tout préparé à l'avance. Non, je vais être honnête. Autant on a eu ça a été un petit peu dur sur la partie organisation des datas, structurer les besoins, parce qu'on s'aperçoit que les médias, il y a plein de monde qui les utilise. Alors, personnellement, j'ai la chance d'être à la fois DSI et directeur digital et e-commerce. Donc forcément, j'ai pu avoir une tendance à certains moments de voir tout sur le prisme du e-commerce et la mise à disposition des assets.
sauf que le DAM, il est à disposition de l'ensemble de l'entreprise. Les gens qui font du print, les gens qui font de la distribution auprès de l'hôtellerie, de la distribution auprès des circuits spécialisés ou qui utilisent les assets pour une communication corporate. La difficulté, donc là il y a eu des vraies complexités. Sur la partie technique, on s'était mis d'accord en entrée avec l'intégrateur. Nous on avait posé un PIM, on chargeait les photos une par une en faisant un parcourir à travers le réseau et on n'imaginait pas que ça soit plus compliqué. On voulait que ça soit même un peu plus simple. Et l'intégration du PIM avec le DAM a été pris en charge et ça s'est bien passé. J'en ai pas entendu parler. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? Nous, dès que des visuels sont livrés au niveau de Coffel, une fois qu'ils sont retouchés, validés, ils sont intégrés dans le DAM avec un premier niveau de contribution. En parallèle, on a nos articles qui sont créés dans le PIM et la personne qui contribue dans le PIM va aller chercher le produit via une fenêtre média et intégrer l'adresse internet, qui est une adresse complètement générique, accessible depuis l'extérieur, au sein du PIM. Et c'est cette adresse qui va circuler dans les systèmes, donc qui est très légère, c'est qu'une chaîne de caractères, et c'est le navigateur qui l'appelle, via le fameux comment j'arrive jamais Media Delivery. Voilà le petit schéma là-dessus. Ok, et en fait, parce qu'on est dans la tech, on n'a pas pu s'empêcher quand même de montrer un peu un code HTML de tout ça. Effectivement, derrière, ça veut dire que sur les frontaux de l'ensemble des sites, eh bien les médias, ils proviennent via le PIM, via l'intégration PIM, effectivement, avec une URL unique, ils sont diffusés, ils sont automatiquement, et tu le disais, avec une variation automatique, on adapte le contenu à l'utilisateur, et ça c'est hyper pratique. Ça vous fait gagner du temps concrètement? Alors ça fait gagner du temps à la fois au niveau de la mise en ligne. Alors après ça a des impacts organisationnels, faut pas se mentir. C'est que ça concentre la tâche de contribution sur quelques acteurs dans l'organisation. Donc ça veut dire qu'elle peut être vue comme fastidieuse ou en tout cas on crée un espèce de petit chemin critique, une surcharge à un certain niveau de la chaîne. Après nous l'avantage c'est en termes de rapidité des sites internet, ça les décharge, ça les allège et ça nous permet notamment en termes de référencement SEO de gagner en performance. Oui, parce qu'effectivement, les résultats sont là, le SEO est automatiquement rempli, et ça c'est un autre des avantages. Et alors finalement maintenant, a posteriori sur le projet, et au-delà des chiffres qui sont évidemment très flatteurs et impressionnants, est-ce que tu as, toi, un bilan à faire de ce projet encore une fois, des petits cas d'usage que tu aurais envie de nous partager, au-delà évidemment de ces éléments-là quantitatifs? Je vais le prendre sur deux angles. Sur l'angle global du projet de transfo, certes on est fier de vendre en ligne et donc du coup de générer de la visibilité via nos dépenses marketing, mais on est aussi fier d'avoir réussi à garder nos clients B2B qui nous font encore confiance et qui apprécient la visibilité de nos marques. Bon, il y a des informations un peu confidentielles, mais globalement, quand on vend en ligne, il y a des mouvements de notoriété qui sont plutôt positifs. Les fameux, le pourcentage des gens qui viennent sur le site et qui n'achètent pas, nos distributeurs, ils aiment bien ces gens-là et visiblement, il y en a un peu plus. L'autre point, c'est la digitalisation des ventes B2B. Le fait que nos clients historiques, on leur ait mis à disposition un portail avec des milliers de références, leur référencement, leur prix, ça fait que bosser avec Coffel, c'est un peu plus facile. On peut passer ses commandes le samedi, le dimanche, tard le soir, tôt le matin, et on a accès à un portail. Aujourd'hui, on a 70% des commandes qui sont digitalisées. Nous, on a fait le choix de ne pas modifier notre organisation en termes de service client, je veux dire être très clair. Nos collaborateurs, ils sont restés à bord et aujourd'hui, on les a fait évoluer. Donc, on a évolué sur du conseil, on a évolué sur des appels sortants, on a évolué sur d'autres thématiques et notamment grâce à ce projet de transfo. Si je redescends d'un cran sur l'aspect de Vedia, ce qu'il en reste, je vais faire une redite, mais à la limite, autant être sincère quitte à faire une redite, en reculant un petit peu, c'est qu'on n'est pas devenu fou avec le nombre de visuels qui a explosé. Voilà, c'est simple. Et deux, on coche une case sur la partie référencement naturel via ce Media Delivery. Ça y est, j'y suis arrivé. Ok. Ok, mais donc ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire encore, et on en discute souvent tous les deux. Aujourd'hui, alors évidemment, la suite, on a entendu parler toute la journée d'IA et d'IA agentique. Est-ce que
comment toi tu vois demain l'évolution du DAM Vedia et du partenariat Cofel-Vedia. Est-ce qu'on a des chantiers qu'on va adresser ensemble et selon toi, c'est quoi la suite finalement? La suite, alors on est là pour être, pour avoir pour être sincère. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas encore à 100%. Ça veut dire que j'ai encore des assets qui circulent et qui ne sont pas sur le DAM. Donc voilà, alors c'est irritant et en même temps il faut comprendre pourquoi. Je pense qu'on a un peu de boulot pour arriver à les rentrer dedans. Alors c'est pas la majorité aujourd'hui sur le DAM, mais il faut que demain on arrive à avoir quasiment 100%. Moi mon rêve c'est qu'il n'y ait aucun asset qui traîne sur les répertoires ou dans des répertoires Teams. Donc on n'est pas sur l'intelligence artificielle, mais ceci dit, c'est un point important qui n'est pas inaccessible. Ensuite, par la partie IA, c'est vrai qu'il y a des questions. J'ai été assez saisi tout à l'heure par les modules qui ont été intégrés sur le DAM. Et c'est vrai qu'il y a des petits arbitrages à faire aujourd'hui en se demandant est-ce qu'on sort l'asset du DAM et on le retraite et on en perd la traçabilité dans des plateformes de traitement de photos ou de visuels, ou est-ce qu'on le laisse dans le DAM et au niveau des extractions, les fameux générateurs, on peut customiser les assets de manière à les rendre, à les différencier. Ouais, effectivement, pour tout vous dire, on s'est amusé avec Sébastien vendredi soir avec quelques médias du DAM Cofel, avec un POC qui nous permet effectivement d'adapter le contenu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé les visuels, on a changé le mannequin, on a changé la posture du mannequin sur le visuel. Ça veut dire effectivement que ça repense peut-être plus profondément la chaîne graphique d'une certaine façon, avec cette capacité de créer des dérivatifs finalement du média initial à partir évidemment d'un média qui a déjà été validé, parce qu'il y a quand même une icographie, une infographie à respecter, c'est ce que tu me disais. Oui, effectivement, il y a tout un chemin. Alors j'étais assez bluffé, donc c'est vrai qu'on a observé et je positionnais pas forcément naturellement Vedia sur ce périmètre-là, mais cette histoire d'IA générative inclus dans le DAM, voilà, ça peut nous permettre de gagner un petit peu en efficacité et surtout d'être capable de se différencier encore plus vite. Eh bien oui, et en plus vous pouvez venir le tester. Stand E107, là je fais ma réclame, c'est le moment, n'hésitez pas à venir nous voir, on sera ravis de le tester avec vous. Est-ce qu'on a quasiment terminé? Est-ce qu'il y a quelques questions ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense que je suis suffisamment exprimé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou pas? Eh ben, pas de questions. Alors, il ne vous reste plus qu'à venir tester l'IA générative sur le stand 207 avec Nuvedia et avec Sébastien. N'hésitez pas, si vous avez des questions en off, à venir le voir. Il est encore là 5 minutes. Merci à tous. Bonne soirée.